Le séquençage du génome humain a débuté en 2001, il fut achevé en 2003. À l'heure actuelle, la technique est rapide, elle est fiable et peu onéreuse pour les laboratoires de recherche. Elle a permis l'identification d'un très grand nombre de maladies génétiques, ce qui, par-delà le diagnostic médical, ouvre à la médecine des éventualités d'intervention raisonnablement prédictives, préventives et thérapeutiques. Par exemple, certains cancers du sein et du côlon sont clairement identifiés pour être d'origine génétique. Les tests positifs de prédisposition génétique chez un individu peuvent conduire ses apparentés génétiques à une surveillance ou à une intervention préventive. La technique de séquençage, devenue banale et peu coûteuse, a ouvert le champ à de vastes projets scientifiques tels que le projet AppMap, qui consiste à détecter des prédispositions génétiques à des maladies communes dans plusieurs pays du monde et donc selon différentes ethnies. Ces projets visent à améliorer la santé publique. Mais la technique de séquençage a également ouvert le champ à des appétits économiques discutables sur le plan éthique. En 2007, une société biotechnologique de Californie, 23andMe, 23 et moi, en écho aux 23 paires de chromosomes de notre patrimoine génétique, donc 23andMe offre à quiconque, moyennant une somme modique, un séquençage de son génome à partir d'un échantillon de sa salive, ainsi que des prédictions quant au risque de développer des maladies telles que, par exemple, des cancers ou la maladie d'Alzheimer. La FDA, Food and Drug Administration des États-Unis, a réussi à arrêter l'activité de cette société au motif que les tests génétiques ne peuvent donner des prédictions pertinentes quant au risque de développer l'une des 240 maladies censées être répertoriées et testées. Cette société, après s'être reconvertie dans la vente de tests généalogiques, a vendu en 2015 sa base de données génétiques à la société Genentech, liée au groupe pharmaceutique Roche. Elle ouvrait ainsi la voie à d'autres accords commerciaux, divulguant le génome de milliers de personnes, ce qu'elle fit notamment avec le groupe pharmaceutique Pfizer. Et il n'est pas difficile d'imaginer, sans frein moral et législatif, la vente de ces données aux compagnies d'assurance. L'extériorisation de l'information génétique d'un individu ne va donc pas sans problème lorsqu'elle n'est pas encadrée médicalement et juridiquement. Premier problème, les analyses génétiques portant sur les facteurs génétiques de prédisposition aux maladies communes, cardiovasculaires, cancer, maladie d'Alzheimer, ne donnent que des résultats statistiques. Et les facteurs d'accroissement de risque de développer certaines de ces maladies sont extrêmement faibles. Ce que des enquêtes scientifiques internationales, comme le projet AppMap, dont j'ai parlé, ont démontré en essayant de repérer sur des milliers de malades et de témoins des corrélations entre des maladies communes et des variations de l'ADN de certains gènes. Comme le dit le pédiatre généticien Arnold Munich, avec une juste ironie, que pouvons-nous faire d'un risque relatif d'amplitude marginale et de nature statistique ? Rien, bien entendu. C'est aussi sot que de prétendre connaître le suffrage d'un électeur en effectuant un sondage collectif à la sortie d'un bureau de vote. Alors, ces tests génétiques relèvent donc d'une imposture scientifique qui, par ailleurs, se fonde sur le présupposé idéologique du tout génétique, selon lequel les risques de maladie relèveraient exclusivement d'une programmation génétique ou, plus précisément, d'une mutation d'un ou de plusieurs gènes. Or, le génome ne recèle pas tout ce qui est constitutif de l'individualité biologique, et encore moins constitutif de l'individualité psychologique et morale de l'homme. Le système de lecture des gènes au sein de chaque cellule, tout comme l'environnement dans lequel est inséré l'individu, joue des rôles décisifs dans l'évolution du corps biologique. Alors, par-delà cette exploitation
vous voulez, de la peur de la maladie chez les adultes bien portants et rêvant d'une longue vie, eh bien, un deuxième problème se fait jour. Les sociétés de tests génétiques peuvent divulguer leurs données à des firmes pharmaceutiques ou des compagnies d'assurance. Et cette divulgation de l'information intime du corps biologique d'un homme peut conduire à le discriminer socialement ou économiquement, voire politiquement, en fonction de ses prédispositions à telle ou telle maladie. Mais si l'extériorisation de l'information génétique ne va pas sans risque éthique lorsqu'il s'agit de collecter des génomes pour analyser les prédispositions à des maladies communes en fonction des variations de l'ADN de certains gènes, il reste que le repérage de la variation d'un gène responsable d'une maladie génétique est un diagnostic qui s'avère essentiel pour y trouver des réponses médicales. Cependant, ces réponses elles-mêmes engagent des techniques pouvant poser des problèmes éthiques lorsqu'elles sont sélectives des individus à naître au regard de leurs gènes. Le contrôle génétique peut s'exercer au niveau d'un diagnostic préconceptionnel. Les couples font alors des tests de certaines maladies génétiques, ce qui permet d'évaluer les risques d'engendrer un enfant ayant les maladies génétiques dépistées. Bien. Le contrôle génétique de l'homme peut s'exercer au niveau d'un diagnostic prénatal. Le médecin repère et élimine par un avortement thérapeutique les fœtus porteurs de défauts génétiques engendrant des maladies mortelles. Hémophilie homozygote, mucoviscidose, myopatite du chêne, drépanocytose homozygote, ou bien encore de lourds handicaps mentaux, tels que la trisomie 21. Le contrôle génétique peut s'exercer également par un diagnostic pré-implantatoire, DPI. Il s'agit d'un test génétique sur un embryon de moins de 3 jours et provenant d'une fécondation in vitro et destiné à être réimplanté dans l'utérus de la mère. Ce test permet de repérer si l'embryon est porteur d'une variation génétique, cause d'une maladie mortelle, fortement invalidante ou encore engendrant un retard mental irrécupérable. Cette technique a permis, entre autres, de donner naissance en 2011 à un enfant indemne de la maladie génétique de son frère aîné, la thalassémie, et donneur compatible des cellules de sang de son cordon ombilical, ce qui a permis de sauver son frère aîné. Certains y ont vu un risque d'instrumentalisation de l'enfant à naître. Mais ce n'est pas, à mon avis, le problème éthique majeur. Ainsi, nous dit Arnold Munich, pédiatre généticien à l'hôpital Necker Enfants Malades, les couples, en fait, acceptent, par principe, l'implantation d'un embryon sain, même si, cependant, la compatibilité tissulaire, donc le type HLA, avec le premier enfant fait défaut. Ce qui témoigne, d'abord, du désir d'enfant du couple, et qui écarte le projet d'instrumentalisation. Le tri par DPI nous semble, donc diagnostic préimplantatoire, nous semble poser un problème éthique bien plus grave. De négatif, comme dans les autres contrôles, le tri peut devenir positif. On ne cherche plus à éliminer un gène cause d'une maladie génétique, on choisit un gène considéré comme bon. Le risque est donc la dérive eugéniste. En France, le tri positif est interdit. Mais dans certains pays, la Jordanie, l'Australie, eh bien, le diagnostic préimplantatoire des embryons est déjà autorisé pour obtenir un deuxième enfant qui soit de sexe opposé au premier enfant. Alors, les tests génétiques, les diagnostics du génome, les tris de génome dont nous avons parlé jusqu'à présent, laissent intact le génome. Mais que dire des biotechnologies qui interviennent directement sur les génomes des plantes, des animaux, des hommes? Que dire des biosynthèses
qui sont capables de synthétiser les chaînes d'ADN pour former des protéines, des virus ou des génomes artificiels. Alors de telles modifications génétiques des organismes n'est pas sans danger, sans risque pour l'environnement de l'homme et pour l'homme lui-même, lorsque les modifications portent directement sur ses propres cellules germinales ou sur l'embryon humain. Ainsi, la transgénèse est une biotechnique qui consiste à intervenir grâce à des micropipettes ou des virus et rétrovirus au niveau même de l'ADN, constitutif du génome d'une cellule somatique, d'un organisme vivant, ou bien encore au niveau du génome d'un embryon, avant sa réimplantation. Et cela, donc, afin de leur adjoindre un nouveau gène. Parmi les phénomènes spectaculaires, notons qu'en 2000, le département de biologie moléculaire de Princeton a fait clignoter la fameuse bactérie Escherichia coli. Les exploits techniques ne s'arrêtent pas là, ils sont légion. Les organismes génétiquement modifiés, que ce soit des bactéries, des virus, des plantes, des animaux, offrent pour l'homme des intérêts pharmaceutiques, fabrication d'hormones, d'anticorps monoclonaux, d'antibiotiques, de vaccins, des intérêts pour la recherche expérimentale, des lignées de souris diabétiques ou obèses, des intérêts économiques et humanitaires, plantes résistants aux parasites, moutons produisant plus de laine. Bon. Mais la transgenèse de ces organismes non humains pose des problèmes sanitaires et moraux. Sanitaire, tout d'abord, un des risques de la production d'OGM est d'engendrer des lignées qui, introduites dans la nature, se diffusent de manière non contrôlée, transforment l'ADN d'autres organismes, provoquent des maladies, rompent des équilibres écologiques complexes de la nature et engendrent une biosphère dangereuse pour la survie même de l'espèce humaine. Risques moraux. Les manipulations expérimentales, sans souci éthique de la sensibilité des animaux, posent le problème du mépris de leurs droits et de leur statut ontologique. On ne peut continuer à faire comme si les animaux étaient de simples machines artificielles, non dignes d'une forme de respect. Et maintenant, quand la transgénèse s'applique au génome humain, eh bien, les problèmes moraux deviennent effectivement plus aigus. Certes, la transgenèse peut être thérapeutique lorsqu'elle s'applique aux cellules somatiques de l'homme. Ainsi, par exemple, en 2000, les bébés bulles souffrant d'un sévère déficit immunitaire et vivant en milieu stérile ont pu sortir à l'air libre grâce à la transgenèse du génome de cellules de leur moelle osseuse qui a restitué le développement de cellules immunitaires. Malgré les risques d'effets secondaires parfois graves, qui mitigent le bilan de certaines thérapies géniques, leur efficacité les justifie pleinement sur un plan moral. En revanche, lorsque la transgenèse s'applique à des cellules germinales ou bien à l'embryon au premier stade de son développement, des risques de dérive eugéniste apparaissent à nouveau. Le risque est d'intervenir non pas à des fins thérapeutiques, pour éliminer le gène ou l'expression du gène variant et cause d'une maladie génétique grave, mais d'intervenir à des fins de tri positif et de supposer bons gènes, voire de gènes nouveaux hors de l'espèce humaine, qui confèrent à l'individu humain de nouvelles caractéristiques, le transformant par là même en post-humain. Par exemple, de nouveaux sens, une nouvelle affectivité ou de nouvelles performances intellectuelles. Certes, il faudrait du temps pour que ces nouvelles caractéristiques modifient entièrement l'espèce humaine, à moins de généraliser la transgenèse des cellules germinales à l'ensemble de l'humanité. Mais il reste que la lignée porteuse de ces caractéristiques serait certainement discriminée, socialement, voire politiquement, par rapport à l'ensemble de l'espèce humaine. Et chaque individu de cette lignée, loin de pouvoir s'approprier entièrement son corps à partir d'un projet libre, verrait sa légitime appropriation d'emblée hypothéquée par le projet de son premier géniteur.
Au terme de notre rapide parcours, que pouvons-nous conclure ? La connaissance biologique, qui procède de l'extériorisation analytique du génome des organismes, ainsi qu'à la transgenèse des composants de ce génome, voire à la synthétisation artificielle de nouveaux génomes, fait de l'homme le thaumaturge de nouveaux organismes. Mais cette puissance de thaumaturge ne va pas nécessairement avec une entière maîtrise technique, non plus qu'avec une maîtrise éthique et morale du vouloir. Cependant, loin d'abandonner notre pouvoir, il nous faut un vouloir procédant de la raison morale et éclairant ce pouvoir. Ainsi, face aux problèmes éthiques indéniables auxquels nous confrontent les biotechnologies, il ne s'agit pas de considérer tout génome comme le sanctuaire d'un patrimoine intime du vivant qu'on ne saurait extérioriser et manipuler. Il ne s'agit pas non plus symétriquement de le banaliser et de l'offrir à tous les regards et à toutes les manipulations, sans aucune prudence et sans principes moraux, notamment quand il y va de l'être humain. La prudence écologique et sanitaire, le respect de la sensibilité de l'animal, le respect du génome de l'espèce humaine, sans interdire les interventions thérapeutiques pour éliminer ou réduire les maladies génétiques mortelles ou lourdement handicapantes, sont sans doute les principes moraux qui doivent présider aux biotechnologies, dont le but éthique doit rester assurément le premier de tous les biens pour l'homme, à savoir la santé. Je vous remercie.